Bonjour à tous et à toutes, merci d'être présents en visio, merci d'être présents en présentiel. On va pouvoir débuter cette matinale, donc animée par Pascale Vernier-Girardin qui se trouve juste ici. Donc je vais la laisser démarrer son sujet, je vais juste vous partager l'écran. Je vous invite pour les personnes en visio, si vous avez des soucis de son ou d'image, n'hésitez surtout pas à utiliser le chat. Si vous avez des questions pareilles, n'hésitez pas à prendre la main, à poser vos questions. Bonne matinale à tous. Bonjour à tous, on va faire un essai avec le son. Est-ce que pour les personnes qui sont en visio, le son est correct pour vous? Bien, je suis Pascale Vernier-Girardin, je suis consultante en ressources humaines et je vais vous parler ce matin du mentorat et de la transmission des connaissances. Alors, comment on va réduire la transmission des connaissances en entreprise? Eh bien, tout d'abord, je vous propose de... Ah oui, alors, excusez-moi, je suis sur un réglage où il faut que Priscilla avance en même temps que les slides parce que sinon je ne peux pas les lire. Alors, j'ai quelques éléments théoriques à partager avec vous. Tout d'abord, on va donner 4 définitions pour pouvoir parler le même langage. La formation professionnelle, c'est le processus d'apprentissage qui permet à un individu d'acquérir le savoir, le savoir-faire, les habiletés, les compétences qui sont nécessaires à l'exercice d'un métier ou d'une activité professionnelle. Je vous propose ces 4 définitions avec le coaching, le tutorat et le mentorat pour qu'on parle le même langage et qu'on pense bien à pouvoir distinguer la même chose ensemble. Alors, la définition sur le coaching. Le coaching, donc, il se définit comme une relation de suivi dans une période définie qui permet au client d'obtenir des résultats concrets et mesurables dans sa vie personnelle, professionnelle. C'est à travers le processus de coaching que le client approfondit ses connaissances et améliore ses performances. L'objectif de départ défini dans un contrat entre le coach, le coaché et l'entreprise qui permet de mesurer les résultats à l'issue de la relation. On va se rappeler que dans le coaching, les ressources sont dans la personne et que normalement, en situation de coaching, on est dans une relation différente et que, en théorie, on ne donne pas de conseils. C'est ce qui va faire la différence avec le tutorat et le mentorat. Le tutorat, c'est l'acquisition de compétences à partir de la formation en situation de travail. Donc, c'est une forme de coaching technique qui consiste à accompagner un professionnel pour lui transmettre un savoir ou un mode opératoire spécifique. Dans le tutorat, on va vraiment rentrer dans les questions de terrain, dans les questions opérationnelles, et c'est ce qui va faire toute la différence. Et puis, on a le mentorat, qui est donc un système relationnel qui relie une personne expérimentée dans un domaine, qui est un mentor, à une personne qui a moins d'expérience, un mentoré. Le mentor soutient, donne des conseils, va introduire dans les réseaux, va aider à comprendre des mécanismes et souvent des règles non écrites d'une organisation. On peut avoir des systèmes de mentorat de personnes qui ne connaissent pas exactement le métier de la personne mentorée, mais qui vont l'aider sur des sujets qui vont être les rouages d'une entreprise, les rouages d'un réseau, les rouages du développement d'une activité, sans pour autant aller rentrer dans le détail du cœur de métier. Alors, le mentorat, c'est quelque chose qui existe depuis longtemps parce que déjà au moment de la mythologie, c'est des choses qui existaient et qui, au fil des ans, se sont construites. Alors, il y a on va dire, une très belle organisation qui s'appelle les Compagnons du Devoir, qui depuis le XIIe siècle a largement, on va dire, utilisé l'ensemble de ces manières de transmettre le savoir et les connaissances décliné à de l'apprentissage, à du compagnonnage, à de la maîtrise. Et d'ailleurs, pour ceux qui auraient eu la chance de visiter les Compagnons du Devoir, et on a eu cette opportunité avec le club RH de la CCI, eh bien, on s'aperçoit aussi que quand ils sont en maîtrise,
de leur métier, eh bien, ils continuent à donner du temps pour former les plus jeunes. Alors, le mentorat, en ce moment, il a un grand succès. Il a un grand succès parce que ça répond à des besoins sociétaux et qui ont même été identifiés par le gouvernement. Emmanuel Macron, en 2021, a lancé l'idée et a fait le choix de soutenir des associations. Aujourd'hui, il y a un site qui s'appelle Collectif Mentorat que vous pourrez aller consulter. Et l'idée est, au travers de financements de l'État apportés à des associations, de pouvoir accompagner, alors dans l'exemple, ce sont des jeunes pour qu'ils trouvent un mentor dans le monde du travail. Les grandes écoles se sont emparées du sujet aussi, parce que les grandes écoles se sont rendues compte que même un jeune qui sort avec un bac+5 peut avoir un intérêt à échanger avec un professionnel d'entreprise pour apprendre son métier, pour découvrir des réseaux, pour trouver des stages et faire ses premiers pas dans la vie professionnelle. Donc c'est quelque chose qui est en train de se développer de manière significative. À titre d'exemple, l'an dernier, c'est 100 000 jeunes qui ont été accompagnés en France dans ce dispositif et l'objectif 2022, c'est d'atteindre les 200 000. Alors, il y a bien sûr des règles de fonctionnement avec une déontologie nécessaire. Évidemment, c'est l'écoute, la bienveillance, la confidentialité, le non-jugement pour permettre à une personne justement de pouvoir monter en compétence sur l'ensemble de ces sujets. Et je vais m'adresser aux personnes en visio. Est-ce qu'à ce stade de la présentation, vous avez des questions spécifiques sur le mentorat? Alors, il n'y a pas de questions et dans la salle non plus. Si, il y a une question. Une question. Ah non, pas de question. D'accord. Je voyais que ça écrivait. Alors, peut-être que c'est une question pour plus tard. C'est ça. Alors, j'ai envie de vous poser la question et je souhaiterais être en interaction avec les personnes qui sont en visio. Selon vous, le transfert des connaissances, pourquoi on s'y intéresse? Vous pouvez ouvrir vos micros hein, si vous avez des questions. Bien, alors il n'y a pas de prise de parole sur le sujet. Pourquoi est-ce qu'on s'y intéresse? Eh bien, on s'y intéresse parce que, en fait, ça fait partie du patrimoine de l'entreprise. Et on s'y intéresse parce que ce patrimoine de l'entreprise, finalement, il ne va pas se résumer à des mètres carrés, à des installations, à des machines, à un portefeuille de clients. Il va être tout ce que je viens de décrire, évidemment, est fait par des salariés. Et si ces salariés peuvent apprendre le métier très rapidement, alors la société n'est pas en difficulté. Mais si le temps d'apprentissage est susceptible d'être long, alors là, on a effectivement intérêt à s'intéresser au sujet et à structurer cette transmission des connaissances. Alors, qu'on dise transmission des connaissances, transmission du savoir, transmission du savoir-faire, selon les sociétés, chacun mettra les mots qui correspondent à son environnement, mais sur les grandes lignes du sujet, et s'agissant de l'entreprise, on parle bien de la même chose. Quels sont les risques de ne pas s'intéresser au sujet? Est-ce que certains veulent prendre la parole et puis nous parler des risques que leur société serait susceptible de rencontrer si ce sujet-là n'était pas traité par la fonction RH? Alors, les risques, on peut les nommer. C'est que lorsqu'on recrute, très souvent, l'entreprise va attendre à ce que le recrutement se fasse avec la bonne personne, mais si la bonne personne, elle doit
détenir et l'âge qui va bien, et le diplôme qui va bien, et le secteur d'activité qui va bien, et l'ensemble des missions qu'elle a déjà réalisées, eh bien, on entend classiquement l'expression du « je cherche un mouton à 5 pattes ». Et donc, évidemment, on cherche quelque chose qui, la plupart du temps, n'existe pas, n'existera pas. Et donc, ça veut dire que chercher tout le temps la même chose qui n'existe pas, à un moment donné, ça veut dire qu'il faut quand même changer la manière de recruter et de changer les collaborateurs. Donc, bien évidemment, ça veut dire aussi que si on n'arrive pas à trouver de personnel parce qu'on est trop restrictif, alors ça impose de trouver un moyen d'élargir l'assiette de candidature. Ça veut dire chercher des personnes qui auront peut-être moins d'expérience, qui seront peut-être moins diplômés, qui n'auront pas nécessairement travaillé dans le même contexte ou environnement, mais qui détiendraient les capacités professionnelles, au moins des prérequis à minima ou au moins des compétences transversales, pour pouvoir rentrer dans une entreprise, être formé en binôme avec des salariés ou d'une autre manière, et pouvoir acquérir évidemment les compétences. Donc, on est sur un sujet risque au niveau des recrutements, on est sur un sujet de polyvalence, on est sur un sujet de départ à la retraite, et donc si on laisse aller les choses au fil de l'eau, à un moment donné, l'entreprise va être confrontée à une problématique où non seulement elle ne va pas pouvoir livrer ce qu'elle a à livrer à ses clients, mais elle va mettre en difficulté les collaborateurs qui restent. Parce que les collaborateurs qui restent, ils vont se retrouver finalement à avoir une charge de travail supplémentaire au motif que les nouveaux qui vont arriver ne seront pas formés et ne seront pas compétents. Donc, les enjeux, ils sont majeurs. Alors, le lien avec le management stratégique des ressources humaines. Le management stratégique des ressources humaines, c'est il y a un dirigeant qui va décider des axes. Alors, je vais dire le dirigeant, mais ça peut être un groupe de personnes, ça peut être un comité de direction, un comité exécutif, peu importe. Mais on va dire la direction au sens large, à un moment donné, doit se poser les questions de où on va, d'abord de quoi on a besoin, où on va et comment on y va. Et ce sujet de mentorat et de transmission des connaissances ne peut pas se résumer à deux bonnes volontés sur un coin de bureau qui décident de prendre en main le sujet. Parce que la bonne volonté va peut-être amener quelque chose de positif, mais ça ne va pas aller loin et ça ne sera pas suffisant. Donc, ça veut dire que c'est un sujet à regarder du haut de la direction qui doit réfléchir à de quoi j'ai besoin demain et quels sont les moyens que je mets en œuvre. Est-ce que je décide de faire évoluer mes collaborateurs en prenant des alternants qui vont monter en compétences progressivement? Est-ce que je décide de renvoyer sur les bancs de l'école des collaborateurs qui vont aller faire de l'alternance au titre de la formation continue? Est-ce que je décide de mettre sur la table des niveaux de rémunération significatifs de personnes qui vont être compétentes du premier coup au poste de travail et que je vais aller débaucher dans d'autres sociétés ou dans d'autres régions? Quoi qu'il en soit, c'est le dirigeant qui doit dire les moyens qu'il va décider de mettre en face pour pouvoir donner à ses équipes le ton et la manière d'aller faire avancer ce sujet-là. Et bien évidemment, ça sera en fonction du contexte de chaque entreprise, puisque ce sujet ne sera pas traité de la même manière si nous sommes dans une TPE, si nous sommes dans une PME de 50, une PME de 200, si nous sommes une ETI ou si nous sommes un grand groupe. Et également, on verra les choses de manière différente. Si tout l'effectif est basé sur le même endroit, si on a affaire à des structures multisites, et donc si on est avec des sociétés avec des produits de niche, avec des fortes marges, si on est avec des faibles marges et des personnes faiblement qualifiées, donc c'est l'ensemble du panel de la gestion des compétences qui doivent être analysés à l'aune de ce qui va être décidé. Et bien sûr, chacun y mettra les moyens possibles en fonction de ses enjeux et de ses objectifs. Alors, je vais donc vous proposer une méthodologie de transmission des savoirs et des savoir-faire. Évidemment, quand on veut rentrer dans le sujet, eh bien, ça suppose d'y consacrer
une journée de formation parce qu'aujourd'hui, vous allez avoir un vernis. En fonction de là où vous en êtes dans vos entreprises, peut-être allez-vous pouvoir déployer certaines choses, prendre certaines idées. Mais si vous voulez vraiment partir d'une feuille blanche et repartir à zéro en fonction de vos problématiques, ayons tous en tête qu'il faudra y consacrer plus de temps. Alors, je vais vous raconter une anecdote. L'anecdote est la suivante. On a la société Bureau d'études menuiserie, dont la vocation est de faire de la rénovation de biens d'exception. Cette société, elle a une centaine de salariés en France qui sont répartis à raison d'une dizaine d'agences. Donc, on va dire, allez, chaque agence a environ une dizaine de salariés. Un nouveau directeur général arrive dans cette entreprise et donc il fait le tour des agences et ensuite donc il en discute avec le PDG et dit j'ai constaté une chose et j'ai constaté qu'il y a 3 agences sur lesquelles un sujet m'interpelle. Oui. Il y a le sujet d'un responsable qu'on va appeler Luc. Donc, Luc est quelqu'un qui plutôt le moins de contact possible avec les autres, qui n'a pas envie de partager ce qu'il sait faire avec les autres collaborateurs, qui a les liens avec les clients historiques extérieurs et donc qui vit un peu dans son monde et qui envoie les autres prendre des mesures sur le terrain. Moins les autres sont au bureau, au mieux lui se porte et finalement, il garde d'une certaine façon ce qu'il arrange comme activité. Et puis dans une autre agence, donc, il explique qu'il y a l'exemple d'un collaborateur qu'on va appeler Pierre. Et ce collaborateur, eh bien, lui, par contre, tout ce qui l'intéresse, en fait, c'est d'être en 4/5e parce qu'il est passionné de pêche. Et donc, en fait, lui, il a envie de faire les choses le plus vite possible. Et donc, il n'a pas le temps de transmettre ses connaissances. Et puis, on a notre troisième et dernier, on va dire, responsable qui pose un problème à ce directeur général. C'est, on va l'appeler Marc. Et ce monsieur, lui, alors lui, donc, lui, en fait, il considère les salariés comme ses enfants, comme ses petits-enfants, donc il veut être protecteur, et donc il veut tellement les protéger qu'il prend tout ce qui est difficile, et les autres, il les cantonne à des tâches basiques. Alors, je vais préciser quand même que l'ensemble de ces 3 personnes, ils vont partir à la retraite dans 2 ans, et que, évidemment, le DG se gratte la tête en disant là, on est quand même dans une situation qui est carrément à risque. Parce qu'il va falloir obtenir de ses collaborateurs qu'ils transmettent leurs connaissances et comment est-ce qu'on va s'y prendre. Parce qu'on va se rappeler que la transmission des connaissances, elle est basée sur le volontariat. On ne peut pas obliger quelqu'un à le faire. Et pour que ce soit bien fait, il faut que la personne elle ait envie. Donc, c'est valable pour celui qui transmet et c'est valable pour celui qui reçoit. Or, il y a une chose qui est nécessaire quand on veut vraiment adresser le sujet, c'est de préparer. Et donc, sur la méthodologie, je vais vous proposer 4 slides qui vont parler des différentes étapes. Préparer, c'est d'abord mettre en place avec les étapes qui vont avoir lieu. Et puis, c'est de réaliser un diagnostic de la transmission. Vous voyez, l'autre jour, j'étais chez des clients et on était sur des sujets qui concernaient notre point de ce matin. Et eh bien, on a commencé avec l'ensemble d'un service à dire, on va prendre la fiche de poste des mêmes métiers, on était sur des métiers similaires, et on va regarder, donc on a pris cette fiche de poste qu'on a listée avec tous les points, et on a dit, eh ben, on va prendre chaque collaborateur et dire où est-ce qu'il en est sur cette tâche. Et donc, on a défini 4 critères. On a dit, eh bien, est-ce qu'il est débutant? Est-ce qu'il est confirmé? Est-ce qu'il est expert? Ou est-ce qu'il est expert sachant transmettre? Et donc, ça a permis aux responsables d'avoir
une cartographie, parce qu'il croyait qu'il avait en tête le sujet, parce qu'il dit, mais je les connais. Peut-être, mais on va formaliser et on va regarder ce que ça donne. Et donc, ça permettait, et on a mis des codes couleurs pour qu'il ait une vraie cartographie. Et là, il s'est dit, ah, en fait, cet outil de formalisation, il est très utile parce que ça me permet de voir où il y a des manquements, où il y a des trous dans la raquette, où il se retrouve à être finalement tenu à ce que une seule personne de l'équipe sache le faire, et ça lui a donné une vision de plan d'action pour la suite. Quand on a fait ce travail, on a aussi regardé le côté des compétences clés et mesurer la criticité. Mesurer la criticité, qu'est-ce que ça veut dire? Une compétence clé, c'est une compétence qui est détenue par quelqu'un et dont la compétence contribue à la valeur ajoutée de l'entreprise. Et elle devient critique quand il faut longtemps pour l'apprendre et l'acquérir, ou il faut un niveau d'études significatif au départ pour que la personne puisse la détenir. Si on pense à une compétence très spécifique, on imagine un centre de recherche où il faut que la personne ait bac plus 8 et qu'elle ait déjà travaillé 3 ans pour la maîtriser, on aura compris qu'on est sur une compétence, alors on va l'appeler sensible, on va l'appeler rare, on va l'appeler avec les adjectifs qui parleront à l'entreprise, mais dans tous les cas, on sera sur quelque chose où il y a une situation à risque. Je me souviens, au moment où j'échangeais avec des professionnels sur ce sujet-là, l'un d'entre eux me disait qu'il y avait une société qui fabriquait du verre et qui avait un ouvrier qui savait faire une tâche particulière liée à la qualité du produit. Et c'est quand ce monsieur est parti à la retraite qu'ils se sont aperçus que lui seul savait faire ce geste professionnel. Ils ont mis 3 ans à retrouver le niveau de maturité du geste professionnel de la personne. Donc là, on comprend bien l'ensemble des coûts cachés quand on est face à ce genre de difficultés. Donc, on va mesurer la criticité. Les mots que vous avez en orangé sur la présentation sont les facteurs clés de succès de la méthodologie. C'est-à-dire que c'est des choses sur lesquelles il faut absolument le faire si vous vous lancez dans la démarche et mettre toute votre énergie dessus. Donc, ce diagnostic et ces compétences clés vont donc nous permettre d'avoir un plan d'action qu'il va falloir formaliser par rapport à la mise en œuvre de cette transmission. Donc, non seulement on fait le plan d'action, et ensuite, on voit comment on le décline sur le terrain. Et là, ça va être la formalisation du plan d'action opérationnel. Et puis, quand on est sur un sujet qui peut avoir un peu d'envergure, alors un peu d'envergure, c'est à l'échelle de l'entreprise en pourcentage de temps consacré à ça. Eh bien, il est important de le communiquer dans l'entreprise parce que les autres salariés ne vont pas comprendre. Mais finalement, pourquoi, au lieu de travailler 7 heures par jour sur leurs tâches habituelles, on a l'impression qu'un tel et un tel sont en train de consacrer 2 heures de temps en binôme, ensemble, sur des choses qui nous paraissent pas compréhensibles. Donc, la communication interne sur cette transmission du savoir, elle est importante pour que les salariés comprennent ce qui se passe, pour qu'ils en comprennent l'importance, et puis pour aussi valoriser l'action, parce que cette action, en fait, elle va prendre des heures, elle va prendre du temps, donc c'est important de la valoriser, parce que évidemment, celui qui va transmettre ses connaissances, c'est un effort significatif différent de son métier d'habitude. Et donc, évidemment qu'il est important que ce soit cadré et valorisé. Alors, l'étape après la préparation, ça va être de les détecter. Donc, on va identifier qui va être le sachant et qui va être l'apprenant. Alors, ces termes de sachant et d'apprenant, c'est des termes génériques. On va dire le sachant, ça peut être un ouvrier, ça peut être un technicien, ça peut être un expert, peu importe. C'est sur notre sujet de ce matin, la personne qui va détenir une compétence spécifique
qui va intéresser quelqu'un d'autre. Et l'apprenant, ça peut être quelqu'un qui est là depuis 10 ans, ça peut être quelqu'un qui vient d'arriver, ça peut être un alternant. C'est quelqu'un qui va apprendre quelque chose qu'il ne maîtrise pas encore. Et donc, on va les appeler les acteurs de la transmission. Et donc, on peut très bien être sur une seule tâche, une fiche de poste complète, un métier complet. C'est chaque entreprise qui va le décliner, bien sûr, au gré de ses besoins. Alors, ce qui est très difficile, c'est de repérer et de détecter les savoirs du sachant. Parce que vous aurez remarqué, les professionnels, en fait, ils font de leur travail qu'ils ont acquis au fil des années. Quand vous leur demandez comment vous faites, ils ont beaucoup de mal. Déjà, quand vous voulez partir d'une fiche de poste pour décrire les tâches et les missions, c'est déjà pas simple. Mais si vous partez de ce que fait la personne au quotidien, mais si vous vous retrouvez à dire attends voir cette tâche en particulier que tu fais, décris-la moi précisément. Qu'est-ce que tu te dis? Qu'est-ce que tu penses quand tu vas t'y mettre? Quels sont les outils que tu vas prendre? Comment est-ce que tu vas contrôler? Eh bien là, en fait, on redécoupe, je vais dire en stratégie mentale, un geste particulier que quelqu'un va maîtriser et que quelqu'un d'autre va devoir apprendre. Pour la petite anecdote, un jour, j'ai fait un exercice comme ça de transmission du savoir par modélisation et je ne savais pas faire les créneaux de voiture. Et donc, c'est au travers d'une technique très, très spécifique que quelqu'un m'a donc expliqué en découpant tellement les tâches que mon cerveau a visualisé comment il fallait faire, de manière en fait à imprimer une nouvelle manière de procéder. Et vous me croirez ou pas, mais depuis, je sais faire les créneaux à droite et à gauche. C'est pas simple, hein. Donc, repérer, c'est un travail. Détecter, c'est un travail. Décrire sa pratique. Et très souvent, pour décrire sa pratique, c'est presque mieux quand il y a une tierce personne qui ne connaît pas le détail du métier, parce que les questions naïves vont être extrêmement importantes. Ce sont les questions naïves et les questions de base qui vont faire émerger justement quels sont le détail de ce que va faire la personne. Et une fois qu'on l'aura détecté, eh bien, à ce moment-là, il faudra formaliser le savoir pour pouvoir le garder précieusement et l'utiliser pour la suite du processus. Dans la troisième étape, sur les 4 étapes, il faut transmettre et piloter. Mais transmettre, c'est transmettre pédagogiquement parce qu'il y a une manière de transmettre les choses pour que l'autre personne puisse acquérir cette compétence et ça suppose un minimum de pédagogie. Donc, l'entreprise construira le plan de transmission et c'est ensuite que la transmission va être pilotée et idéalement suivie. Alors, tout ce dont je vous parle là dans cette méthodologie, vous imaginez bien qu'il y a un certain nombre de documents derrière, de formalisation, de plan d'action, de suivi. Là, typiquement, dans le modèle que je vous propose, on n'est pas dans la culture orale, on est dans la culture écrite, avec un temps à passer pour formaliser l'ensemble de ces éléments. Et puis, une fois qu'on aura fait l'étape de transmission, eh bien cette étape, pour savoir si on continue pareil ou si on fait différemment, il faudra qu'elle soit évaluée. Donc, il faudra évaluer la transmission et capitaliser pour les prochaines pratiques. Donc, il faudra évaluer si notre apprenant il a bien acquis les compétences. Ben, sinon, on poursuit l'apprentissage. Il faudra bien sûr définir les objectifs et on compare ce qui est acquis. La satisfaction des acteurs. Peut-être que quelqu'un va dire en fait c'était trop pour moi et donc je l'ai fait une fois mais je ne veux pas le refaire. Ou peut-être que la personne va dire c'était génial parce que finalement je me suis aperçue qu'en donnant, eh bien moi aussi j'ai reçu parce que j'ai
aussi revisiter ma manière de faire certaines choses et qu'on a progressé ensemble et que cette personne à qui j'ai appris des choses finalement m'a apporté beaucoup. Et puis, bien sûr, l'évaluation de la démarche de transmission, parce que il faut savoir, si on investit, quand l'entreprise investit dans quelque chose, elle a besoin d'avoir un retour sur investissement. Et donc, évidemment que la démarche a besoin d'être évaluée. Je vous ai parlé en préambule de l'implication de la direction sur ces sujets-là, parce que, en effet, toute décision dans une entreprise et toute activité qui prend du temps aux salariés et qui coûte de l'argent à l'entreprise doit être dictée par le dirigeant. C'est la première chose à faire. Si vous êtes dans des fonctions RH et que vous avez envie de déployer des choses comme ça dans votre entreprise, la première chose, c'est que votre dirigeant comprenne de quoi il s'agit et vous donne vos marges de manœuvre. C'est impératif. Et c'est ce que j'appelle l'alignement, c'est-à-dire qu'on est aligné avec l'ensemble des valeurs de l'entreprise et de ce à quoi elle va consacrer du temps. Et donc, je vous ai repris une représentation des niveaux logiques de Robert Dills, pour ceux qui connaîtraient la programmation neurolinguistique, parce que, en fait, cet alignement, vous pouvez le décliner à une personne, vous pouvez le décliner à une équipe, vous pouvez le décliner à une entreprise. En fait, l'idée, c'est d'être aligné par rapport au comportement qu'on met en place, en fonction de nos compétences et de nos capacités, et en fonction des valeurs et de la motivation, pour que l'identité de l'entreprise, de devenir une entreprise apprenante, ça soit quelque chose qui rentre dans son ADN et qui soit partagé par ceux qui prennent les décisions. Alors, dans l'ensemble des sujets qu'on a évoqués, bien sûr, dans cette présentation, il y a des facteurs clés de succès. Les facteurs clés de succès, c'est d'abord le volontariat. Il est nécessaire que les personnes en aient envie. Il faut que ça fasse du sens. Il faut que la transmission des connaissances, elle réponde à un enjeu de l'entreprise. Il y a le savoir-être de ceux qui transmettent. Évidemment qu'il faut transmettre en étant proactif, mais en même temps dans une proactivité à la fois bienveillante et en capacité de faire des feedbacks qui donnent envie à ceux qui apprennent. Faire des feedbacks où on a les étapes d'encouragement, d'axes d'amélioration et de positif pour donner à la personne envie d'aller toujours plus loin dans l'apprentissage. Dans les autres facteurs clés de succès, on a également connaître les canaux de communication. Est-ce que la personne à qui on apprend, est-ce qu'elle préfère écouter? Est-ce qu'elle préfère lire? Est-ce qu'elle préfère pratiquer? Est-ce qu'elle a besoin de l'un d'abord et de l'autre ensuite? Celui qui va transmettre ses connaissances, idéalement, devra avoir identifié comment fonctionne la personne qui est en face de lui. Ça fait partie des choses qui sont très importantes à connaître. Voilà, donc j'avais prévu une présentation pour qu'on soit une quinzaine ce matin, de manière en fait à avoir des interactions avec des personnes en présentiel. Et c'est moins facile avec les personnes qui sont en distanciel. Donc en présentiel, vous êtes très peu nombreux aujourd'hui. Néanmoins, moi, je me tiens à votre disposition pour répondre à toutes les questions que vous voudrez soulever. Allez-y. La question, ça vient sur les délais. Alors, la question qui est posée, elle est extrêmement importante et merci de l'avoir posée, c'est les délais. En fait, le délai est quelque chose qui est important. Gérer ce sujet-là comme une conduite de projet. Et quand on est dans des modalités de tutorat, de binôme, de référent en entreprise sur les savoir-faire métiers, on dit habituellement qu'on est sur du 3 à 9 mois, allez, 3 à 12 mois. Dans tous les cas, vous aurez compris qu'au travers de ce que je vous propose, il y a des choses à formaliser.
Et donc, dans la formalisation, eh bien, à un moment donné, il y a idéalement une lettre de mission. Ça valorise celui qui va devenir le tuteur. Et donc, dans cette lettre de mission, il va y avoir les objectifs et il va y avoir la durée. Et cette durée, elle est importante parce que c'est à l'issue de la durée que le bilan définitif va être fait. Ça ne veut pas dire que ça s'arrête là nécessairement, parce que ça peut continuer. Mais ça veut dire qu'on se fixe à un moment où on va se mettre d'accord pour savoir si on continue ou si on arrête. Et d'ailleurs, cette question-là, je la renvoie au mentorat que j'ai présenté en début de présentation. C'est que il est préférable aussi de se mettre d'accord et de dire on va se lancer à raison d'1 heure par mois pendant 6 mois, pendant 12 mois. Et à l'issue des 12 mois, si ça apporte à l'un et à l'autre et qu'ils veulent continuer encore 6 mois ou continuer encore 12 mois, ils peuvent le faire. Mais quand on ne fixe pas la durée, ça présente l'inconvénient que quand il y en a un des deux qui veut arrêter, alors ça peut être compliqué pour l'autre qui risque d'y voir une raison qui n'est pas forcément la bonne raison. Et puis rappelons aussi qu'il y a des moments où on a du disponible et des moments où on a moins de disponible. On a des évolutions familiales, associatives, médicales, mobilité professionnelle. Et donc, ce qui est vrai aujourd'hui, en termes de temps disponible, ne sera pas forcément vrai dans 12 mois. D'où l'importance de baliser et de faire des points pour se dire on continue, on arrête, on réajuste. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Est-ce que vous avez une question? Est-ce que les personnes qui sont en visio avaient des questions? Si c'est le cas, vous pouvez effectivement activer vos caméras et puis activer vos micros. Aucune question? Ah, Oui, bonjour. bonjour. Oui, bonjour, Monsieur Gonzalez. J'avais une question sur la modélisation d'un poste de travail. Combien de temps on met pour modéliser un poste de travail approximativement? Alors, je vais vous donner, et je vais répondre de manière indirecte à votre question. Je connais un cabinet de recrutement qui recrute sans CV et qui, au départ, a démarré par des observations au poste de travail pour définir les capacités professionnelles d'un poste. Entre le temps d'observation, la formalisation, les allers-retours avec salariés, collègues, managers, on était entre 3 et 4 journées de travail. Maintenant, ça va dépendre de la complexité du métier auquel on s'adresse. D'accord. Vous êtes sur quel type de métier dans votre question? Là, c'est plutôt des métiers, c'est un petit peu, c'est l'administratif, du commercial, c'est plus de la prestation de service. D'accord. Et j'avais une deuxième question sur la modélisation. Vous avez parlé de PNL. Est-ce que vous utilisez les techniques de PNL pour modéliser? Oui. Oui. D'accord. Très bien. Merci. Je vous en prie. Est-ce qu'il y a d'autres questions? A priori, il n'y a pas d'autres questions. C'est que vous avez été très clair, Pascal. Et écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, si effectivement dans la salle, il n'y a pas d'autres questions, on va vous libérer. Est-ce que vous avez un dernier mot? Le dernier mot que je pourrais vous dire, c'est regarder le sujet au travers de vos axes stratégiques, de vos enjeux, de vos risques, de vos moyens, de votre pérennité. Eh bien, ce sera le mot de la fin. On vous remercie tous pour votre participation. On vous dit à bientôt et on vous souhaite de passer une bonne journée. À bientôt. Au revoir.